Cette vidéo est destinée aux étudiants de quatrième année de médecine. Elle présente un exposé sur les ostéomyélites aigus hématogènes. Au terme de cette séance d'apprentissage, vous devez être capable de définir une ostéomyélite aiguë, expliquer le mécanisme physiopathologique en se basant sur la classification de Saddam et d'Al-Routh, citer les germes les plus fréquemment incriminés en fonction du terrain, établir le diagnostic positif, citer les principaux diagnostics différentiels, expliquer les principes du traitement et citer les principales complications. Il est primordial de bien connaître cette pathologie, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une urgence médico-chirurgicale, dont le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et par conséquent du traitement. Il faut connaître les présentations cliniques de l'ostéomyélite aiguë pour pouvoir l'évoquer à temps et éviter une prise en charge tardive dangereuse pour le patient. Ensuite, c'est une pathologie qui est endémique dans notre pays, qui concerne l'enfant en pleine croissance. Enfin, c'est une pathologie grave qui menace le pronostic vital à court terme et fonctionnel à moyen terme, notamment par le risque de passage à la chronicité. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une ostéomyélite aiguë? On la définit comme suit. C'est une atteinte hématogène de l'os causée par une bactérie pathogène qui évolue depuis moins de 6 semaines. Alors, développons un peu plus les mots-clés de cette définition. D'abord, c'est une infection hématogène. Cela veut dire que la bactérie pénètre l'organisme à travers une porte d'entrée, puis elle se localise au niveau du sang en réalisant une bactériémie. Enfin, elle arrive au niveau de l'os pour provoquer la maladie. Donc, dans ce cadre, il faut la différencier de l'ostéite. Il faut différencier l'ostéomyélite aiguë de l'ostéite. C'est quoi une ostéite? C'est une infection qui se développe soit par contiguïté, donc de proche en proche à partir d'une infection adjacente des parties molles, par exemple un panari négligé qui peut se compliquer d'une ostéite d'une phalange, ou bien l'autre mécanisme c'est l'inoculation à travers une plaie qui va mettre l'os en communication directe avec le milieu extérieur. On peut prendre l'exemple d'une fracture ouverte de la jambe qui peut se compliquer d'une ostéite du tibia. Alors l'ostéomyélite c'est différent. L'ostéomyélite c'est une voie hématogène, par définition. Maintenant, le terme aigu. Cela veut dire que la pathologie évolue depuis moins de 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 6 semaines, on parle plutôt d'une ostéomyélite subaiguë. Enfin, l'agent causal, c'est une infection, donc c'est une atteinte causée par une bactérie qui est pathogène. Et cette bactérie, c'est souvent le Staphylococcus aureus. Alors maintenant, chez qui peut-on voir le plus souvent l'ostéomyélite aiguë? D'abord, c'est une pathologie qui sévit dans les pays de faibles ressources. Elle est favorisée par la malnutrition et la mauvaise hygiène. C'est une pathologie qui atteint principalement l'enfant avec deux pics de fréquence, 4 ans et aux alentours de 9-10 ans, et les garçons sont plus touchés que les filles. Alors maintenant, la localisation. L'ostéomyélite se localise souvent dans les métaphyses fertiles des os longs. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Le terme métaphyse fertile, on entend parler d'une métaphyse fertile, c'est-à-dire une métaphyse où le cartilage de croissance est plus actif et participe le plus à la croissance de l'os. Il s'agit en fait des métaphyses qui sont près du genou, loin du coude. Donc, près du genou, c'est l'extrémité inférieure du fémur et l'extrémité supérieure du tibia. Alors, ces deux métaphyses participent par 80% de la croissance du membre inférieur. Maintenant, loin du coude, c'est l'extrémité supérieure de l'humérus et l'extrémité inférieure du radius qui participent aussi à 80% de la croissance du membre supérieur. Toutefois, il est possible de voir une ostéomyélite aiguë au niveau des autres métaphyses, comme aussi au niveau des os courts, par exemple le calcaneus, ou bien au niveau des os plats, tels que l'os iliaque ou la clavicule.
il existe aussi des formes multiples où l'ostéomyélite aiguë se localise simultanément dans plusieurs os. Nous avons vu que l'ostéomyélite aiguë est une infection par voie hématogène, par définition. Ceci implique la présence d'une porte d'entrée. Donc, à travers cette porte d'entrée, la bactérie va entrer dans l'organisme avant de passer dans le sang. Et cette porte d'entrée est le plus souvent cutanée, dans le cas de l'ostéomyélite aiguë. En effet, puisque c'est une porte d'entrée souvent cutanée, tel qu'un furoncle, tel qu'un abcès sous-cutané, tel qu'une plaie infectée, donc c'est souvent le staphylocoque aureus qui est la bactérie responsable le plus souvent. On peut aussi isoler d'autres bactéries telles que le streptococcus, telles que le pneumocoque, mais aussi la salmonelle. La salmonelle, c'est un germe qu'on voit surtout chez les enfants drépanocytaires. Il est aussi important de savoir que la notion de traumatisme est retrouvée dans 25% des cas lors des ostéomyélites aiguës, et la présence d'un traumatisme peut induire en erreur, c'est un piège diagnostique, et laisser conclure à tort au diagnostic de contusion. Donc il faut bien connaître cette notion et faire attention. On va plus développer ça dans le chapitre présentation clinique. Nous allons maintenant rappeler quelques notions anatomiques qui vont nous faciliter la compréhension de la physiopathologie de cette pathologie. D'abord, un os lent. Un os lent présente un corps qui est aussi appelé diaphyse et deux extrémités appelées aussi métaphyse et épiphyse. Donc, la métaphyse, c'est la partie qui se situe entre le corps de l'os, sa diaphyse, et son extrémité qui est en contact de l'articulation, qui est l'épiphyse. Chez l'enfant, nous notons deux particularités de ces métaphyses. D'abord, les métaphyses comportent le cartilage de croissance, appelé aussi cartilage de conjugaison ou encore plaque de croissance. Deuxièmement, la membrane qui recouvre l'os est appelée périoste et particulièrement épaisse chez l'enfant. Elle diminue d'épaisseur avec l'âge, jusqu'à disparition à l'âge adulte. Il faut aussi savoir que le cartilage de croissance constitue une barrière naturelle qui empêche une infection métaphysaire de se propager vers l'épiphyse et donc vers l'articulation. Cette notion n'est pas vraie pour les enfants d'âge moins que 18 ans, où le cartilage de croissance est encore perméable aux germes. Enfin, dernière notion, il est important de noter que l'os est vascularisé par deux systèmes de vaisseaux. On a un système inférieur à l'os appelé vascularisation endostée, qui provient des vaisseaux médulaires, qui eux-mêmes sont la continuité des artères nourricières. Il y a un système extrinsèque à l'os qui est appelé vascularisation périostée, qui provient, comme son nom l'indique, des artères périostées, donc du périoste, cette membrane qui recouvre l'os. La métaphyse est une zone qui est richement vascularisée, ce qui va faciliter la localisation du germe à ce niveau. Nous allons maintenant voir comment se constitue une ostéomyélite, sa physiopathologie. L'atteinte commence par l'entrée de la bactérie dans l'organisme à travers une porte d'entrée. Cette bactérie passe dans la circulation sanguine, elle va nous donner une bactériémie. Ensuite, la richesse de la métaphyse de l'os en vaisseau, cette riche vascularisation et le ralentissement de la circulation sanguine à son niveau vont faciliter le passage de la bactérie du vaisseau sanguin à la médullaire osseuse. Donc la bactérie va se multiplier à ce niveau-là. Il y aura par la suite une pilulation microbienne donc dans la métaphyse, ce qui va provoquer bien sûr une réaction immunitaire inflammatoire locale. Cette réaction inflammatoire va provoquer la formation d'un abcès intramédulaire, un abcès dans la médullaire de l'os, qui va induire une thrombose septique des vaisseaux endostés. Donc, à cette étape-là, les vaisseaux de la
vascularisation endostée vont être thrombosées. Donc cette vascularisation endostée va être supprimée. C'est l'étape de la dévascularisation endostée. Mais bien sûr, l'os, comme on vient de le dire, il a le système de vascularisation périostée qui va lui persister, qui va irriguer l'os. Et donc, en d'autres termes, l'os reste bien vascularisé à cette étape-là. Maintenant, si on laisse évoluer la maladie locale, cet abcès va augmenter de plus en plus de taille, il va provoquer ainsi une augmentation de la pression dans l'os, et donc cliniquement, on aura déjà les douleurs intenses qui vont apparaître. À un certain moment, l'œdème et le pus ne vont plus trouver de place à l'intérieur de l'os et vont donc diffuser vers l'extérieur à travers les canaux appelés des canaux de Volkmann. Donc le pus il va sortir, il va s'accumuler où? Donc entre la corticale osseuse et les périostes. Il va petit à petit décoller le périoste, il va constituer ce qu'on appelle un abcès sous-périosté. L'abcès sous-périosté. C'est déjà donc une étape qui est assez avancée. Et avec le décollement périosté, on aura des vaisseaux périostés qui seront rompus. Et petit à petit, cet abcès, ce décollement périosté va se propager et on aura finalement une dévascularisation périostée qu'on ajoute à la dévascularisation endostée causée par les thromboses septiques et on aura finalement un os qui n'a plus de vascularisation, qui est voué à la nécrose. Donc c'est déjà trop tard maintenant et donc le décollement périosté, les vaisseaux périostés sont rompus. Nous avons une double dévascularisation endostée-périostée et donc on aura la nécrose. Et la nécrose, ça va donner un os mortifié qui est complètement dévascularisé, mort, qui va lui constituer en lui-même une source d'infection. C'est ce qu'on appelle un séquestre. Et c'est ce qui va expliquer le passage à la chronicité. Messieurs Saddam et Darrouz, donc de l'équipe de l'orthopédie de Al-Rabta, ont établi une classification qui illustre la séquence physiopathologique qu'on vient de décrire. C'est une classification importante qui a un intérêt thérapeutique. Cela veut dire qu'elle permet de choisir le traitement approprié pour chaque patient selon le stade de sa maladie. On a 5 stades. Donc le stade 0, ça correspond à l'absence de la maladie, c'est la vascularisation de l'os qui est intégralement conservée, c'est l'état normal. Le stade 1, ça correspond à l'abcès intramédulaire qui provoque finalement la dévascularisation endostée. Le stade 2 maintenant, il correspond à la diffusion de l'infection dans l'espace sous-périosté et la constitution de l'abcès sous-périosté. Donc le début de la dévascularisation périostée. Le stade 3, il correspond à l'extension de l'abcès sous-périosté tout au long de l'os pour aller donc supprimer complètement la vascularisation périostée et même se rompre à certains moments dans les parties molles adjacentes. Le stade 4 maintenant, il correspond à l'ostéomyélite chronique. Donc l'os dévascularisé va nécroser, il y aura constitution d'un séquestre osseux, donc ça veut dire un fragment d'os mort qui maintient l'infection pendant des années, ce qui va donner sur le plan clinique des épisodes répétitifs au fil du temps, au fil des années, et même au cours de l'âge adulte, de fistules qui vont faire sortir du pus. Ces fistules qui sont très handicapantes sur le plan fonctionnel, psychique et social. Donc, ça démontre la gravité de l'ostéomyélite aiguë. Toute la prise en charge a comme objectif d'éviter d'arriver à la complication de l'ostéomyélite chronique. Imaginez un jeune de 30 ans qui a une fistule qui coule du pus pendant des semaines et des mois, qui
qui est obligé à passer des semaines, des mois hospitalisé chaque année. C'est handicapant sur le plan fonctionnel. Il ne peut pas faire de sport ni d'activité physique. C'est handicapant sur le plan social. Il lui est difficile de trouver un travail s'il est fréquemment hospitalisé. Il lui est difficile d'avoir des amis avec une fistule qui coule du pus tout le temps. Et finalement, c'est une source de séquelles psychologiques considérables. Alors tout ça est évitable moyennant une prise en charge initiale adéquate et précoce. C'est tout l'intérêt de ce cours-là, de retenir ce point-là. Il faut faire le diagnostic précocement pour éviter le passage à la chronicité. C'est ça le rôle d'un médecin de première ligne. Donc, comment faire pour ne pas en arriver là? Comme j'ai dit, il faut faire le diagnostic précocement, c'est-à-dire au stade 1. Là où l'os est encore vascularisé par le périoste. Le traitement ici est médical, tout simplement, et l'évolution se va souvent vers la guérison complète. Par contre, si le diagnostic est fait au stade 2, donc lors de l'apparition de l'abcès supérieur, il faut que le patient soit opéré en urgence, avant que la dévascularisation périostale ne devienne complète et que l'os ne devienne complètement dévascularisé. Donc, l'évolution vers la chronicité à partir du stade 2 est beaucoup plus fréquente, et plus on tarde d'évacuer chirurgicalement cette abcès supérieur, plus le risque de chronicité et aussi de rupture dans les parties molles est important. Donc, vous avez bien pris conscience de l'importance du diagnostic précoce. Nous allons maintenant voir comment arriver à faire ce diagnostic à temps. Nous allons ici décrire une ostéomyélite aiguë chez un enfant au niveau de l'extrémité inférieure du fémur. Vous serez devant un enfant qui entre dans votre salle d'examen aux urgences avec une boiterie ou carrément sur une chaise roulante. En faisant l'anamnèse, les parents vous rapportent la notion de douleur depuis quelques heures, voire 1 ou 2 jours. Cette douleur est brutale, continue, et l'enfant va vous montrer le siège de la douleur qui est la métaphyse et qui n'a pas d'irradiation. Vous allez naturellement demander à l'enfant et à sa famille s'il y a eu un traumatisme. C'est normal. Et là, il faut faire attention. Car dans 25% des cas, vous allez effectivement trouver une notion de traumatisme. Bien qu'il s'agisse bel et bien d'une ostéomyélite aiguë. Donc c'est un piège diagnostique. Donc devant cette histoire traumatique, vous allez suspecter une fracture, c'est normal, et vous allez demander une radiographie. La radiographie sera normale. Donc c'est en fait une douleur de fracture, mais sans fracture. Vous avez vraiment une douleur bien localisée, non irradiante, osseuse, au niveau de la métaphyse, avec une notion de traumatisme. C'est une douleur de fracture, mais sans fracture, parce qu'il n'y a pas de fracture sur la radiographie. Alors attention, c'est ici le piège. Il ne faut pas se précipiter pour poser le diagnostic d'une simple contusion. Il faut faire attention. Donc, la règle est la suivante. Toute douleur post-traumatique chez un enfant avec une radiographie normale doit faire prendre la température rectale. Cette règle peut sauver des vies. Il faut bien la retenir. Donc, toute douleur osseuse post-traumatique chez un enfant avec une radiographie normale doit faire prendre la température rectale. Maintenant, même en absence de traumatisme, l'anamnèse peut parfois être plus évidente et trouver la notion de fièvre, de signes généraux d'infection tels que les frissons, les sueurs, etc. Donc, en ce moment-là, le diagnostic sera plus aisé. On évoque plus facilement le diagnostic avec un tableau pareil. Après l'anamnèse, nous allons bien sûr examiner le patient. On va commencer par l'inspection. L'inspection, elle va trouver une attitude ontalgique avec un genou qui est semi-fléchi. L'étape primordiale dans l'examen, c'est quoi? C'est la palpation unidigitale. La palpation avec un seul doigt. Nous allons palper la région métaphysaire
Et nous allons trouver typiquement une douleur provoquée ou bien accentuée par la palpation au niveau de cette métaphyse. Cette douleur, elle a trois caractéristiques importantes à retenir. Bien sûr, premièrement, elle est de siège métaphysaire, c'est déjà évocateur. Elle est segmentaire, c'est-à-dire qu'elle est localisée en un seul niveau de la métaphyse, sans irradiation. Donc, si on palpe un tout petit peu plus haut ou bien un tout petit peu plus bas par le doigt, nous ne trouverons pas cette douleur. Donc, c'est pour la différencier d'une douleur de contusion. Une douleur de contusion, elle est plus diffuse, elle est mal localisée, avec des irradiations. Ici, non, c'est une douleur segmentaire. Troisième caractéristique de cette douleur, c'est une douleur circonférentielle. C'est-à-dire que cette douleur est retrouvée en palpant tout autour de la métaphyse, dans le niveau douloureux. Donc là, on a trouvé la douleur. Un peu plus haut, ça ne fait pas mal. Un peu plus bas, ça ne fait pas mal. Mais dans ce niveau-là, tout autour, c'est douloureux. Donc c'est une douleur circonférentielle. Circonférentielle, métaphysaire et segmentaire. Il faut évoquer l'ostéomyélite. Maintenant, le reste de l'examen peut trouver aussi un choc patellaire. Choc patellaire, ça témoigne de l'existence de liquide dans le genou. Ça témoigne plutôt d'un épanchement réactionnel du genou. Mais attention ici, la mobilisation du genou, elle est indolore. Si on mobilise doucement le genou, ça fait pas mal. Cela va nous permettre de la différencier d'une arthrite septique du genou. Donc finalement, au cours de l'ostéomyélite, l'examen ne trouve jamais d'adénopathie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une infection hématogène. Elle ne se diffuse pas par la voie lymphatique. C'est une infection qui se diffuse par le sang hématogène. Par contre, l'existence d'une adénopathie avec un tableau clinique de douleur osseuse fébrile, ça doit faire évoquer quoi? Une tumeur osseuse maligne ou bien une leucémie, un lymphome. Donc, c'est un diagnostic différentiel qu'on va avoir par la suite de l'ostéomyélite aiguë. Il faut toujours compléter l'examen par trois éléments importants. Premièrement, il faut chercher la porte d'entrée. Cette porte d'entrée doit être impérativement cherchée pour trois raisons. Premièrement, cette porte d'entrée nous donne une idée sur la bactérie responsable de l'infection. Par exemple, si on trouve une infection cutanée comme porte d'entrée chez un patient ayant une ostéomyélite aiguë, nous savons que la bactérie responsable est très probablement un staphylocoque doré. Par contre, nous sommes plutôt orientés vers un streptocoque si on trouve une angine comme porte d'entrée. Et de cette façon-là, on peut choisir l'antibiothérapie initiale en fonction de la bactérie suspectée, en attendant bien sûr les résultats des prélèvements bactériologiques. Maintenant, la deuxième raison pour chercher cette porte d'entrée, c'est qu'il faut impérativement, donc il est possible d'effectuer des prélèvements bactériologiques au niveau de la porte d'entrée pour augmenter les chances de trouver la bactérie responsable. Par exemple, si on a comme porte d'entrée une infection urinaire, il faut faire un examen cytobactériologique des urines. Si on a une infection digestive comme porte d'entrée, on peut faire une coproculture. Et cela va augmenter nos chances pour trouver la bactérie. Troisième raison maintenant pour chercher activement une porte d'entrée, c'est qu'il faut la traiter tout simplement. Si on ne traite pas une infection cutanée qui comme porte d'entrée par des soins locaux ou par une excision, elle va maintenir la bactérémie de l'ostéomyélite aiguë et celle-là ne va pas guérir malgré un traitement antibiotique adapté. Donc il faut la trouver pour pouvoir la traiter. Néanmoins, donc, on ne trouve pas toujours cette porte d'entrée, on la trouve en fait que dans le tiers des cas. Donc, dans les 2 tiers des cas, on ne trouve pas cette porte d'entrée. Elle reste inconnue. Deuxième élément qu'il faut faire pour compléter l'examen physique, c'est qu'il faut palper toutes les métaphyses des os lents, ainsi que toutes les vertèbres à la recherche d'autres foyers de l'ostéomyélite aiguë. En effet, 10% des ostéomyélites aiguës sont multifocales. Et pour faire le diagnostic, il faut le chercher.
Troisième élément pour compléter notre examen physique, c'est un examen somatique complet, à la recherche d'une localisation viscérale de l'infection. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une auscultation cardiaque, à la recherche d'un souffle qui pourrait témoigner d'une endocardite infectieuse, une auscultation pulmonaire, à la recherche de crépitants qui pourrait témoigner d'une pneumopathie. Il faut palper l'abdomen, etc. Il faut faire un examen stomatique complet. Donc, au terme de l'examen physique, le diagnostic de l'ostéomyélite est retenu. J'insiste encore une fois, le diagnostic est déjà retenu. On n'a pas besoin d'examen complémentaire. La règle à retenir est: toute douleur osseuse fébrile chez l'enfant est une ostéomyélite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Il faut faire le diagnostic et agir rapidement pour commencer le traitement. Il ne faut pas attendre les résultats complémentaires. Le diagnostic est clinique. Encore une fois, donc, tant que médecin non spécialisé en orthopédie, votre principale responsabilité est de retenir et appliquer les deux règles qu'on vient de dire. D'abord, prendre la température rectale chez tout enfant qui présente une douleur post-traumatique avec une radiographie normale. Deuxièmement, quand on a une douleur osseuse chez un enfant avec fièvre, c'est une ostéomyélite aiguë. Jusqu'à preuve du contraire, il faut solliciter l'avis d'un spécialiste pour l'hospitaliser et commencer immédiatement le traitement. Donc, tout le reste de cette présentation est de la responsabilité en fait du spécialiste. Donc l'orthopédiste, l'infectiologue ou bien le pédiatre. Mais vous devez quand même en savoir les principes généraux pour pouvoir assurer le suivi et l'éducation du patient ou de sa famille. Mais la responsabilité principale, c'est de faire le diagnostic précocement et de ne pas rater une ostéomyélite aiguë. Donc, une fois notre patient hospitalisé, nous allons demander des examens complémentaires nécessaires. Donc, premièrement, un bilan biologique qui comprend une numération formule sanguine, une vitesse de sédimentation, une CRP, une série réactive protéine. Donc, ce bilan n'est pas fait dans un but de confirmer le diagnostic. On a bien dit que le diagnostic est clinique. On le fait pourquoi? Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une valeur de référence pour pouvoir contrôler par la suite l'évolution de ces paramètres-là pour pouvoir juger l'efficacité ou non du traitement. Donc, typiquement, nous allons trouver une hyperleucocytose polynucléaire neutrophile, une vitesse de sédimentation accélérée, une CRP élevée, donc un syndrome inflammatoire biologique. Mais même si ce bilan est négatif, il n'élimine pas le diagnostic. Deuxièmement, donc, nous devons prendre des prélèvements bactériologiques, bien sûr, et il faut le faire rapidement. Il faut prendre une première hémoculture au moment de l'hospitalisation et éventuellement un prélèvement de la porte d'entrée, si on a trouvé la porte d'entrée, tel qu'un écovionnage d'une plaie infectée ou bien un examen cytobactériologique des urines. Et il faut le faire juste avant de commencer le traitement antibiotique. Puis on va répéter au moins 2 hémocultures à chaque fois que la température dépasse 38,5 degrés Celsius. En cas où le patient est opéré, il ne faut pas oublier de prendre les prélèvements bactériologiques du tissu infecté. Donc tous ces examens bactériologiques n'ont pas comme objectif de confirmer le diagnostic, encore une fois le diagnostic est clinique, mais plutôt d'isoler la bactérie responsable pour pouvoir la mettre en culture et d'étudier sa sensibilité aux différents antibiotiques. De cette façon-là, nous allons administrer aux patients des antibiotiques les plus adéquats pour garantir une meilleure efficacité du traitement. Sur le plan de l'imagerie maintenant, le bilan initial comprend 3 examens qui sont obligatoires. Mais encore une fois, l'objectif n'est pas de confirmer le diagnostic étant clinique. Donc premièrement, on va faire naturellement une radio du segment intéressé par la douleur, une radio standard. Cet examen va être normal en cas d'ostéomyélite et on le demande pour éliminer des diagnostics différentiels tels qu'une fracture ou bien une tumeur osseuse. Deuxièmement,
il faut faire une radiographie du thorax pour éliminer une localisation pulmonaire de l'infection, notamment en cas de staphylocoque doré. Et troisièmement, une échographie du segment douloureux. C'est un examen clé. Il va donc nous montrer, son intérêt c'est quoi? C'est de nous indiquer à quel stade de la maladie nous sommes, selon la classification de Saddam et d'Al-Routh. Donc, s'il faut bien faire un traitement chirurgical ou non. C'est l'échographie qui va nous montrer l'existence ou non d'un abcès sous périostée. En cas où l'échographie ne montre pas d'abcès sous périostée, la conduite est de considérer le patient comme ayant une ostéomyélite aiguë de stade 1 et de commencer rapidement les antibiotiques après les prélèvements bactériologiques. Puis on va répéter cette échographie de façon quotidienne pour diagnostiquer à temps le passage au stade 2, donc la présence d'un abcès sous périostée, pour pouvoir opérer le patient avant la diffusion du décollement périosté. Donc c'est un examen clé. Maintenant, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. C'est le seul examen qui permet d'éliminer le diagnostic d'ostéomyélite aiguë quand il est normal. L'IRM, c'est le seul examen qui peut éliminer le diagnostic. De ce fait, on demande toujours une IRM devant une ostéomyélite stade 1, donc avec une échographie qui est normale. Si cette IRM est normale, c'est seulement dans ce cas-là qu'on pourra revenir en arrière et éliminer une ostéomyélite aiguë. Et on pourra alors arrêter le traitement antibiotique. Car autrement, si on n'avait pas cette IRM-là, et si on a considéré que le patient est porteur d'une ostéomyélite aiguë stade 1, nous sommes obligés de maintenir le traitement pendant au moins 6 semaines. Donc c'est pas peu, avec une hospitalisation de 2 à 3 semaines. Mais quand l'IRM est positif, qu'est-ce qu'elle va montrer? Elle va montrer un hypersignal intramédulaire en séquence T1 et T2 non injecté. Et c'est un signe qui est très précoce. Donc, même si on a une ostéomyélite débutante, l'IRM, elle est capable de la montrer. Maintenant, concernant la TDM, celle-là seulement elle a un intérêt limité. Elle est indiquée en cas de suspicion d'une ostéomyélite aiguë d'un os plat ou profond, tel que l'os iliaque, par exemple. Quant à la scintigraphie, elle est intéressante quand l'examen physique évoque une forme multifocale. Donc elle pourra nous dresser un bilan de toutes les localisations sur le squelette de cette ostéomyélite multifocale. Donc en conclusion, j'insiste encore qu'aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour retenir le diagnostic d'ostéomyélite aiguë. La réalisation de ces examens est utile pour le choix du traitement et le suivi de son efficacité, mais ces examens ne doivent jamais retarder le traitement. Il faut commencer le traitement rapidement dès la suspicion clinique. Nous allons maintenant décrire les formes cliniques parce que nous avons vu la forme typique d'ostéomyélite aiguë, mais il y a d'autres formes qu'on va voir par la suite. Il y a d'abord les formes cliniques symptomatiques qui comportent les formes débutantes où l'impotence fonctionnelle n'est pas encore installée. Il y a les formes suraiguës, dites toxiques, où les signes généraux et septiques sont prédominants. Il y a les formes septico-pyoïmiques, où il y a des localisations viscérales de l'infection. Et les formes suraiguës toxiques et les formes septico-pyoïmiques, il faut faire attention, ce sont des formes qui mettent en jeu le pronostic vital, parce qu'il y a un risque d'état de choc septique. Donc, c'est un risque vital. Finalement, il y a les formes torpides. Ce sont des formes où le patient a déjà reçu des antibiotiques de son propre gré. La fièvre et les signes généraux peuvent être absents et les prélèvements bactériologiques peuvent être négativisés par cette antibiothérapie intempestive, ce qui va rendre le traitement plus difficile parce qu'on n'a pas d'idée sur quelle bactérie on doit agir.
Maintenant, les formes selon l'âge comportent les formes qui apparaissent à l'âge de 18 mois ou moins et les formes chez les adultes. Donc, chez le nourrisson et le nouveau-né avant l'âge de 18 mois, le cartilage de croissance, on l'a déjà dit, il est encore perméable à l'infection. Donc l'infection, elle peut passer facilement vers l'épiphyse, puis dans l'articulation. Donc il s'agit donc souvent d'une ostéoarthrite. Et c'est souvent localisé au niveau de la hanche. Donc ostéoarthrite, ça veut dire une ostéomyélite aiguë qui est associée à une arthrite septique. Pour les formes adultes, elles sont caractérisées par leur rareté. L'adulte n'a pas de cartilage de croissance, donc encore une fois, les ostéoarthrites sont plus fréquentes. Et il n'y a pas de périosthe pour l'adulte, donc l'infection diffuse plutôt à l'intérieur de l'os pour donner ce qu'on appelle une pandiaphysite, donc un abcès dans l'os qui intéresse toute la longueur de l'os. Maintenant, les formes cliniques selon le terrain comportent les ostéomyélites aiguës chez l'enfant immunodéprimé. Ce sont souvent des formes multifocales. Les signes généraux sont peu prononcés car le patient a une faible réaction inflammatoire. Il y a aussi l'ostéomyélite aiguë chez les enfants ayant la drépanocytose. C'est une forme particulière. Pourquoi? D'abord, la bactérie responsable est souvent la salmonelle. La salmonelle. Deuxièmement, ce sont des formes souvent multifocales. Et le diagnostic différentiel principal, c'est quoi? Ce sont les crises vaso-occlusives de la drépanocytose. Donc, ces enfants qui ont des crises vaso-occlusives, cliniquement, qu'est-ce qu'on va donner? Ils vont donner des douleurs osseuses aussi et peuvent même donner une fièvre. C'est la même symptomatologie que l'ostéomyélite aiguë. Mais il faut faire attention, il peut s'agir d'une, plutôt qu'une crise vaso-occlusive qui nécessite tout simplement de l'hydratation, il peut s'agir d'une ostéomyélite aiguë à salmonelle. Et le diagnostic différentiel n'est pas toujours facile. Finalement, donc, les formes cliniques topographiques, elles comportent les ostéomyélites aiguës des os longs, qui sont les formes les plus fréquentes, mais aussi les formes qui se localisent sur les os courts ou les os plats, qui sont de diagnostic plus difficile. Nous allons maintenant voir les diagnostics différentiels de l'ostéomyélite aiguë. Et les deux diagnostics différentiels principaux qu'il faut toujours prendre en considération sont d'abord les tumeurs osseuses malignes et deuxièmement les leucémies. Les tumeurs osseuses malignes et les leucémies. Ces affections cancéreuses se manifestent comme l'ostéomyélite aiguë par des douleurs osseuses qui peuvent être fébriles. L'examen clinique doit rechercher des adénopathies. Donc, à la différence de l'ostéomyélite aiguë, on n'a pas d'adénopathie. Il va chercher aussi une hépatomégalie, une splénomégalie, une masse abdominale. Et on doit examiner attentivement les radiographies, parce que souvent elles vont montrer des lacunes osseuses ou bien une réaction périostée, alors que pour l'ostéomyélite aiguë, la radio, au moins au début, elle est normale. Et la persistance de la fièvre sous antibiothérapie doit faire évoquer le diagnostic. Et donc, l'imagerie par résonance magnétique, elle va permettre de rectifier le diagnostic et de montrer ces tumeurs-là. D'autre part, les autres diagnostics différentiels, donc ce sont l'arthrite septique, surtout avec des formes d'ostéomyélite où on a un épanchement réactionnel du genou. Il y a aussi les infections des parties molles, les arthrites rhumatismales et bien sûr les fractures. De toute façon, il ne faut pas oublier que toute douleur osseuse fébrile chez un enfant est une ostéomyélite aiguë jusqu'à preuve du contraire. C'est pas grave si finalement il s'avère qu'il s'agit en fait d'une infection rhumatismale, parce qu'il faut d'abord penser à l'ostéomyélite aiguë et on pourra par la suite rectifier le diagnostic si d'autres éléments nous viennent au cours de l'évolution. Maintenant, quels sont les principes du traitement de l'ostéomyélite aiguë? D'abord, ce traitement doit être instauré en urgence, le plus rapidement possible, après avoir fait les prélèvements bactériologiques et en milieu hospitalier. Donc, le traitement, il a comme objectif l'éradication précoce de
l'infection, prévenir le passage à la chronicité, qui est la complication la plus redoutable, et préserver la fonction du membre. Donc, pour arriver à ces objectifs-là, nous disposons de 3 moyens principaux. Donc, le traitement, il repose sur 3 volets principaux. Premièrement, l'antibiothérapie. Deuxièmement, l'immobilisation du segment du membre atteint par l'ostéomyélite aiguë. Et troisièmement, le drainage chirurgical. Le drainage chirurgical en cas où on a un abcès sous périosté, bien sûr. Donc, premièrement, l'antibiothérapie. Celle-là, elle doit commencer précocement, comme on l'a dit, après les hémocultures et les prélèvements au niveau de la porte d'entrée. Elle est initialement probabiliste et elle doit être synergique. Donc, probabiliste parce qu'on ne connaît pas déjà au début le germe. On a une idée sur ce qu'il peut être à travers le terrain et la porte d'entrée, mais on n'est pas sûr. Donc, c'est une antibiothérapie probabiliste. Donc, on a recours le plus souvent à l'association oxacilline-gentamicine. C'est une association qui vise principalement le Staphylococcus aureus, le germe le plus fréquemment incriminé. Et donc, cette antibiothérapie probabiliste doit être adaptée par la suite aux données de l'antibiogramme. Donc, les antibiotiques sont administrés en intraveineux pendant 2 à 3 semaines, donc c'est obligatoire, la voie intraveineuse au début. Puis, elles sont relayées par voie orale jusqu'à l'obtention d'une vitesse de sédimentation normale, donc au minimum 2 mois par voie orale. Donc c'est un traitement antibiotique qui est lent. Maintenant, avec les antibiotiques, l'immobilisation maintenant, elle est nécessaire. Elle se fait souvent par une attelle plâtrée, ou s'il s'agit par exemple d'une forme localisée au niveau de la hanche, par une traction collée. L'immobilisation a plusieurs bénéfices. Premièrement, l'effet antalgique, une cicatrisation plus rapide et la lutte contre les rétractions articulaires et les positions vicieuses. Le dernier volet du traitement est la chirurgie. Celle-là, elle est indiquée lorsqu'il y a un abcès sous périosté, donc au stade 2 de la maladie. Elle consiste à une mise à plat de l'abcès, c'est-à-dire qu'on va inciser le périoste pour évacuer l'abcès sous-jacent. On va réaliser ensuite un lavage abondant au sérum physiologique et on met enfin un drain aspiratif qui fera sortir le pus qui se formera de nouveau pendant quelques jours après la chirurgie. Donc, mise à plat, lavage et drainage. On n'oubliera pas, à l'occasion, de prélever le tissu infecté pour une analyse bactériologique et histologique. Voici donc un récapitulatif des indications thérapeutiques des ostéomyélites aiguës. Pour le stade 1, c'est les antibiotiques, l'immobilisation et la surveillance. Pour les stades 2 et 3, où il y a un abcès sous périosté, il faut opérer le patient en urgence. Maintenant, comment surveiller un patient traité pour une ostéomyélite aiguë au stade 1? La surveillance est d'abord clinique. Elle consiste en un examen physique complet 2 fois par jour, avec notamment la prise de la température, la palpation de toutes les métaphyses à la recherche de localisation secondaire et l'auscultation pulmonaire à la recherche d'une pneumopathie. L'échographie doit être faite dès l'admission pour confirmer qu'on est bien au stade 1 de la maladie, avec l'absence de l'abcès sous périosté au début. Puis, elle doit être répétée tous les jours, pendant au moins une semaine, pour pouvoir faire le diagnostic d'abcès sous périosté à temps, dès son apparition, pour pouvoir l'opérer rapidement, donc en urgence. Enfin, un contrôle biologique est demandé toutes les semaines et comporte une vitesse de sédimentation et une C-réactive protéine dont la baisse
va témoigner de l'efficacité du traitement et les radiographies standards seront répétées chaque 10 jours à la recherche de signes de complications, par exemple une ostéoarthrite. Donc, selon la précocité du diagnostic et du traitement de l'osteomyélite aiguë, celle-là, elle peut évoluer soit vers la résolution complète, en cas où on est au stade 1, ou bien en cas où on est au stade 2, qui est opéré en urgence rapidement, soit aussi qu'elle va évoluer vers les complications. Les complications immédiates sont la rupture de l'abcès supérieur-osté dans les parties molles, l'apparition de localisations secondaires osseuses, et carrément, s'il s'agit d'une forme aiguë ou septicopyrémique, l'état de choc septique, qui menace bien sûr le pronostic vital. À long terme, la principale complication de l'ostéomyélite aiguë, c'est quoi? C'est l'ostéomyélite chronique. Mais il y a aussi d'autres complications qui sont possibles, telles que la désaxation des membres ou l'atteinte du cartilage de croissance. Mais encore une fois, notre hantise, l'objectif de toute la prise en charge, c'est d'éviter cette complication-là, fâcheuse, l'ostéomyélite chronique, qui est très 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 handicapante. Donc en conclusion, nous devons bien connaître l'ostéomyélite aiguë, parce qu'elle est fréquente dans notre pays, parce qu'elle est grave par les lourdes séquelles qu'elle peut causer en cas de passage à la chronicité, et finalement, parce que c'est le médecin de première ligne qui a la responsabilité de prendre en charge initialement. Et c'est sa responsabilité de poser le diagnostic précocement. Parce que c'est une urgence médico-chirurgicale. Et le diagnostic est clinique. Il ne faut pas oublier les règles d'or. Prendre la température rectale pour tout enfant qui présente une douleur post-traumatique sans fracture à la radiographie. Et se rappeler que tout enfant présentant une douleur osseuse fébrile, il est porteur d'une ostéomyélite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Je vous remercie énormément.